Morio de Patrick Sintas. Or donc nous sortîmes, gueule de bois dans le matin qui apparaissait derrière les murs. La comtesse était éberluée. Une lueur, quelle lueur, mon poète? Je ne suis plus poète. Mandal l'aperçut lui aussi, mais à travers un objectif qu'il tenait devant son œil. Et ce n'était point cul de bouteille, madame. Entendez-vous le rossignol? Une lueur sans bruit, sans chaleur. Avez-vous pensé à l'iode, mon poète? Nous n'avons peut-être plus le temps de penser, ma péloche sera voilée. Nous étions donc dehors, les gens dormaient encore, à part quelques ouvriers mettant les gaz pour gravir la côte des Scorpions, qui descend ensuite vers les jardins. Faudra que tu nous expliques pourquoi tu n'es plus poète, Fred. Personne n'a compris en effet. Disant cela, la comtesse agita son bras et sa main désignait les rouges du couchant. Est-ce bien le matin? Nous avons peut-être dormi toute la journée. Avez-vous compté les bouteilles vides, mon mari? Il ne les avait point inventoriées, il bougonna. Ce serait plus aisé de compter celles qui sont encore pleines, ma chère. Un autre ouvrier sortit, il se tenait debout sur le seuil de sa maison et semblait humer l'air. Il parlait, mais nous n'entendions pas ses paroles destinées à l'intérieur de la maison. Par la porte ouverte sortait une lueur qui n'avait rien à voir avec celle que nous venions de percevoir, entre deux hoquets. Un enfant, qui pouvait être une fillette, poussait une moto. Elle tenta de la mettre sur sa béquille, mais l'effort était trop grand. Elle tenait le guidon à deux mains, et sa hanche soutenait l'obliquité de la moto contre sa hanche. À l'intérieur, la servante, encore décoiffée, pose ses instruments sur le réchaud, et ça sent le café, ce qui nous excite. Le comte remonte l'escalier du perron, la queue bien bandée, dans son pantalon de coutil. Gisèle rit, me flatte le dos. Moi aussi, dans la précipitation inspirée par la lueur, j'ai mis ma chemise à l'envers. Il y a des bouffons avec nous, petite queue, en l'air, saturée, de cette lueur rouge venue des montagnes à l'ouest, alors qu'en temps ordinaire, et depuis toujours, le soleil se lève à l'est. Fabrice appuie sur le déclencheur numérique. J'ai eu le temps de sourire. Et vous? La queue, bien enfoncée dans l'anus de son petit garçon imaginaire, notre poète, qui ne l'est plus, mais qui consent à le jouer maintenant, que tout est fini, notre poète sent le battement des hémorroïdes, et plus loin la mollesse de l'excrément. Ses yeux examinent attentivement l'horizon, à l'ouest, où le soleil russe continue de se lever sans toutefois atteindre les nuages dont les chapeaux sont gris. Vous avez noté? Cette étrange et compréhensible lumière environne nos figuiers de barbarie que le touriste traite d'oreilles de Mickey. Les pentes ruissellent, ce qui n'arrive jamais en été. La poussière est soulevée au passage de cet air nouveau qui a commencé à changer la chair. Alfred Tulip ne sent plus la sienne. Il étreint les tétons de son petit garçon imaginaire. Il perd ses narines dans les boucles blondes ou noires. Il ne sait plus à quoi ou à qui ressemble cette créature qui ne verra pas le jour car il n'écrit plus. Il se contente d'imaginer. Il s'est posé cul nu sur la pierre. Des herbes sèches et rases le cernent. Il ne veut plus être seul. Tout le monde l'a toujours traité de seul, et il l'était, si l'on considère qu'il ne jouait pas. La poésie était encore quelque chose de sérieux. Il rêvait plutôt de chair mature, dans le genre de celle qui construit encore la personne de la comtesse, qui ne deviendra jamais un personnage, car tout est fini et bien fini.